Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Nous sommes le lundi 5 mai. Soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés. Une journée dédiée à la petite enfance le 17 mai au Parc Princesse Antoinette. C'est une nouveauté présentée par la mairie lors d'une conférence de presse. Nous serons pour en parler avec l'adjointe au maire Chloé Boscagli. En basket, ce mardi, la SM reçoit le FC Barça pour la rencontre capitale des quarts de finale d'Euroleague qui départagera ces deux équipes. Dans ce journal, les réactions de Mike James et du coach de la Roca Team. Le commissaire général adjoint de l'Automobile Club reviendra sur ce week-end de course avec les deux étapes de e-prix. Et dans le domaine culturel, retour sur la prestation dimanche soir de la grande pianiste Martha Argerich qui à l'âge de 89 ans, a donné un concert avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dans le cadre des 50 ans de la disparition de Shostakovich. La Fondation Prince-Pierre était en Estonie ce week-end. Elle y a récompensé le compositeur Arvo Pärt pour ses années de travail au service de la culture. Sans oublier la présentation de deux expositions. La première qui rend hommage à deux figures mythiques, Jean Cocteau et Raymond Moretti, dans le restaurant Marius sur le quai Antoine Ier. Quant à la galerie Fondausit, vous le verrez, elle propose une nouvelle exposition aux accents britanniques. Et enfin, dans votre rubrique Ceux qui font Monaco, un focus sur l'imprimerie Ditto, située à Fontvieille. Mais avant de développer ces titres, avec l'arrivée des beaux jours, les carabiniers viennent de dire au revoir aux uniformes d'hiver. Ça s'est déroulé au moment de la relève. Les gardes montantes et descendantes se sont croisées. Les carabiniers en tenue d'été sont venus relever leurs collègues vêtus de l'uniforme hivernal sous les yeux des touristes. Toujours sur la place du Palais, à l'occasion de la célébration des 20 ans de règne du prince Albert II, une réception sera organisée à sa demande le samedi 19 juillet. Le souverain et son épouse accueilleront les monégasques lors d'un cocktail qui se tiendra de 19h à 22h30 sur la place. Les modalités d'accès et de participation seront précisées ultérieurement. Et sachez que dans le cadre d'un essai technique, 3 coups de canon seront tirés depuis le Fort Antoine mardi entre 10h et 11h. Un périmètre de sécurité sera mis en place autour du jardin surplombant les canons. Nous invitons les promeneurs à éviter la zone pendant ce créneau. La mairie de Monaco a organisé une conférence de presse avec pour thématique le service petite enfance et famille ce lundi en début d'après-midi au foyer Sainte-Dévote sur le Rocher. Une conférence pour parler de nouveautés et faire le point sur ce service. Avec nous, Chloé Boscagli, bonsoir. Bonsoir. Comme je viens de le dire, vous avez donné une conférence de presse avec le maire pour notamment présenter une grande nouveauté qui aura lieu le 17 mai. Quelle est cette nouveauté ? C'est une journée petite enfance, c'est ça ? Exactement, c'est la première journée de la petite enfance organisée par la mairie de Monaco. Toutes les équipes du service petite enfance et famille sont mises à la disposition des familles pour échanger avec elles de 10h30 à 15h30 au Parc Princesse Antoinette. Et on a l'extrême honneur que cet événement soit placé sous le haut patronage de son Altesse Sérénissime la Princesse Charlène. Et que va-t-il se passer ? J'imagine que vous avez le programme ? Alors, ça va être rythmé, cette journée de la petite enfance, par plein d'activités et d'animations, vous vous en doutez. On a voulu que ce soit une fête. C'est la fête de la petite enfance, donc on a séparé en 3 pôles pour que ce soit bien évident pour les familles. On a le pôle 0-3 ans, où il y aura des ateliers sensoriels, des ateliers par la diététicienne, des conférences sur le jeu libre, des ateliers aussi sur la psychomotricité. Ensuite, on a un autre bloc d'activités qui est dédié aux 4-12 ans, avec notamment tournoi de ping-pong et chasse au trésor de la part des équipes du mini-club. Et puis un pôle information, c'est ce qui nous tenait énormément à cœur, que les parents puissent venir échanger, que ce soit très convivial avec toutes les familles, les grands-parents aussi, qu'on puisse répondre à tous. Et on a un pôle métier dans ce pôle information pour que aussi les familles puissent découvrir toutes les personnes compétentes et formées qui sont avec leur enfant au quotidien. Alors restons dans les annonces. Un peu plus tard, le 6 juin, vous proposez une autre manifestation à l'espace Léo Ferré. Ça s'appelle Lego Bricks. Qu'est-ce que c'est ? On continue Lego Bricks, super-héroïne et super-héros à l'espace Léo Ferré, donc qui est un moment très très apprécié des 8-12 ans puisque c'est leur première soirée quelque part et les parents nous les confient avec joie puisqu'ils savent que c'est pédagogique autour des Lego. Et ensuite, on a la splash party et là c'est le service des sports avec la piscine Régnier 3 qui vont aussi amener beaucoup de fun aux jeunes de 12 à 17 ans et comme ça, de 8 à 17
17 ans, on aura vraiment apporté leur dose de joie aux jeunes de la Principauté en juin. Il s'en passe des choses. L'art à sa place également dans vos projets. Ça fait quelques années que vous proposez le Street Art Challenge en collaboration avec YouPens. Exact. Et pour le rappeler, oui. YouPens, ce sont des artistes de renom qui pendant plusieurs jours créent des œuvres en live. Et les jeunes donc y participent et vous souhaitez lancer un appel, c'est ça ? Exactement. En fait, on va aussi demander à ces jeunes qui le souhaitent de pouvoir participer à cet événement unique qui réunit les plus grands street artistes du monde, qui va se dérouler en juin. Et donc, ce serait super que les jeunes puissent participer tant à ce cadre que à ces événements dédiés à l'art et au street art. Mais vous savez, on regorge d'activités puisque ensuite on proposera certainement aux jeunes, on attend confirmation, un laser game. Bref, on n'arrête pas. On s'était rencontrés il y a quelques mois pour la réouverture de la crèche de Monte-Carlo. Son annexe bénéficie aussi de travaux, Complètement. Dès juillet, ils seront lancés et de la même façon que l'autre crèche ou que Monaco-Ville dans laquelle on se tient actuellement. Ça répond vraiment à l'ambition de modernisation des infrastructures communales et en particulier celle à la petite enfance puisque ça nous tient à cœur. Et de la même façon, ces locaux vont être complètement reconstruits pour obéir à des normes acoustiques et vraiment des normes techniques qui sont les plus en pointe pour offrir un bien-être garantie à nos petits et à nos équipes. Il y a d'autres crèches qui devraient voir le jour sur du court ou moyen terme? Bien sûr. Ouais. Alors en 2026, puisque c'est ce qui tient aussi énormément à cœur au conseil communal et à la mairie de Monaco, nous aurons la livraison d'IDA, probablement fin 2026, et un peu plus tardivement, donc IDA 30 berceaux, un peu plus tardivement une 50aine de berceaux prévus lors de la livraison de Bel Air, ce qui permettra d'avoir un réel maillage du territoire complet avec 15 infrastructures dédiées à la petite enfance de la mairie de Monaco réparties aux 4 coins du pays. En attendant, le service de la petite enfance de la mairie s'occupe aussi du mini-club qui proposera cet été, et comme chaque année, de multiples activités encore, j'imagine. Oui, alors on a beaucoup de succès pour notre structure pour les 3-12 ans, puisque c'est le seul établissement localisé en Principauté pour la période estivale, pour cette tranche d'âge-là. Oui, tout à fait. Donc à partir du 30 juin, les jeunes vont pouvoir connaître beaucoup d'activités particulièrement fun, que ce soit du kart, la piscine. On a la chance d'avoir des établissements en mairie qui nous accueillent aussi et qui nous permettent d'avoir des activités dédiées et de grande qualité. D'accord. Chloé Boscagli, je le rappelle, la date la plus proche dans le temps, c'est le 17 mai et se déroulera la première journée de la petite enfance au parc Princesse Antoinette. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci infiniment. Merci beaucoup. Au revoir. Le match 5 ce mardi entre le Barça et la Roca Team sur le parquet de la salle Gaston Médecin. C'est jusqu'à présent l'égalité parfaite. Chaque équipe de ce quart de finale d'Euroleague a remporté ses 2 matchs à domicile. La dernière rencontre de mardi est donc capitale. L'un ira au Final Four et l'autre s'arrêtera là. Voici la réaction de Mike James et du coach à propos de cette rencontre extrêmement importante. The most important part is we are at home, so play with confidence. You play a little bit more free at home, take a little bit more risks, and follow the game plan. I think if we come out with intensity and defense and rebound, I think we're a tough team to beat, especially at home. So that's basically what our goal is. We're not afraid to lose, but we want to. But at the same time, we go to make everything to win the game. It's no pressure for me. This is a basketball game. We have to execute the game plan and to be with the right mindset and the right character of this game. I think, like I said before, it kind of raises the comfortability level. We're not going into an unknown. This is my 4th one with this group. Yeah, 4th one with this group, and I think Alpha and Demo have been here, and a lot of the other guys is 3. And obviously, if you played in enough of them, you know what to expect. It's no surprises. So this is our 3rd year having a game 5 at home, so we have to take advantage of it. Le match 5 ce mardi 19h, salle Gaston Médecin.
Parlons sport mécanique avec le Grand Prix de Miami qui s'est déroulé dimanche soir. Oscar Piastri, qui n'en finit pas d'étonner, a remporté ce Grand Prix derrière son coéquipier Lando Norris. Les deux McLaren en tête donc, suivi de George Russell avec sa Mercedes. Verstappen termine à la 4e place. Quant au monégasque Charles Leclerc, il finit 7e devant Hamilton, 8e. Oscar Piastri renforce sa place de leader du championnat. Des voitures de Formule 1 qui remplaceront dans quelques jours les véhicules électriques du e-Prix, la Formule E que vous avez peut-être suivi en direct sur notre antenne tout au long de ce week-end, avec 2 courses, une le samedi remportée par le leader du championnat, Oliver Roland, et le dimanche chez Sébastien Buemi qui est monté sur la plus haute marche du podium. Pour revenir sur l'organisation de cette compétition, nous sommes avec le commissaire général adjoint de l'Automobile Club, Éric Barabino. Bonsoir. Bonsoir Fabien. À quel bilan pouvez-vous tirer de ces 2 courses en principauté et qu'avez-vous pensé de la compétition ? Eh bien, pour une première avec un double leader, comme ils appellent ça, donc 2 courses distinctes, content, bien passé. On appréhendait un peu le fait qu'il y ait moins de monde parce qu'on était sur 2 jours. La météo, en plus, on a vraiment pensé que le dimanche, ce serait calme et finalement, il y a eu quasiment autant de monde que le samedi, donc de ce point de vue, c'est une réussite. Oui, c'est combien ? C'est 35 000 personnes à peu près ? Oui, à la louche, ça doit être ça sur les 2 jours. Oui. Justement, une course le samedi, une course le dimanche, vous l'avez dit, c'est une première. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que l'on a fait ça ? Qu'est-ce que ça a changé aussi auprès de l'Automobile Club ? Alors, c'est une première pour nous, c'est-à-dire que dans le championnat Formule E, ils ont beaucoup de dates de calendrier où ils font ça parce qu'ils s'installent. Et à être là, quand ils montent un circuit, ils profitent d'être là pour faire 2 épreuves, puis ça leur fait oui, c'est même la majorité des cas, hein, mais effectivement, c'est la première fois à Monaco. C'était une demande de la part de l'organisateur, c'était une demande de la part de l'Automobile Club. Comment ça s'est fait ? L'organisateur voulait faire ça. Ouais. Et écoutez, à la sortie, c'était pas mal du tout, donc on peut pas se plaindre. Ça mobilise tout le monde pendant 2 jours. C'est moins grave parce que c'est le week-end, donc les gens n'ont pas besoin de prendre des jours de congé en plus, mais voilà, non, ça s'est bien passé, donc c'était pas mal. Justement, en termes de charge de travail, que ce soit pour l'Automobile Club ou pour les sociétés qui travaillent pour le bon fonctionnement de cette compétition, qu'est-ce que ça représente ? Il y a combien de personnes autour de cette manifestation, par exemple ? Globalement, on est sur les mêmes effectifs que pour la Formule 1, c'est-à-dire 600-700 commissaires, on est 1500 personnes en tout, quoi, entre sécurité, médecins, tout. On a exactement les mêmes effectifs que pour la F1 ou l'historique. Et est-ce que ça pourrait, à l'avenir, je sais qu'on pose souvent cette question, enfin surtout au début du e-Prix, est-ce que ça pourrait à l'avenir remplacer la Formule 1 où on n'y est encore pas du tout ? J'aime bien les moteurs thermiques, moi, donc on ne sait pas. Moi, je pense que l'hybride ou l'électrique d'aujourd'hui, avec les batteries et la technologie que ça utilise, ça peut être qu'une phase intermédiaire. Moi, personnellement, j'espère que les essences de synthèse vont nous permettre de garder des pistons dans les moteurs. Voilà. Mais on ne sait pas où on va avec ça. La Formule 1 qui va arriver dans quelques jours pour un Grand Prix de Monaco le dimanche 25 mai. En termes d'installation, il y a encore beaucoup de travail pour accueillir cette compétition ou pas ? Oui, tout à fait. Entre les épreuves, il y a beaucoup plus de travail que ce qu'on pourrait penser. Au niveau piste-circuit, non. La F1 installe son électronique, ses antennes, tout ce qu'il faut pour récupérer les données des voitures, etc. Mais au niveau du paddock, où il y avait le e-village, il y a beaucoup de travail d'installation, de désinstallation, de réinstallation. C'est aussi le même schéma quand on passe du Grand Prix historique à l'électrique. Il y a tout un paddock à démonter, remonter. L'installation de la F1 est très volumineuse. Donc oui, il y a pas mal de boulot à ce niveau-là. Oui. Avec un début de saison de F1 qui est passionnant pour l'instant. Comment vous abordez ce début de saison à titre personnel ? On aimerait voir un peu plus de rouge devant. Je sais. Supporter monégasque. Voilà, la performance n'est pas tout à fait là. McLaren a trouvé quelque chose. Ils sont au-dessus de tout le monde, comme ont pu l'être Red Bull les années passées. Donc il faut espérer que ça va se niveler. Le tout dit, quand on voit les qualifs avec des différences sur les 10 premières voitures qui sont d'1, 2, 3 dixièmes, c'est tellement serré. En course, c'est encore différent, mais c'est assez intéressant. Oui. Il y a des belles bagarres. Écoutez, Éric Barabino, tout comme le e-Prix, le Grand Prix sera retransmis en direct sur Monaco Info. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous.
Et c'est un sport cérébral. Les jeunes du cercle d'échecs de Monte-Carlo étaient au championnat de France qui s'est tenu à Vichy. Et parmi les nombreux talents venus de toute la France, 8 jeunes représentant le cercle d'échecs de Monte-Carlo ont porté les couleurs de leur club et de la principauté. À noter la performance de Fiorina Berezovski, sacrée championne de France cadette. La performance de Fiorina sera célébrée le 7 juin lors du championnat de Monaco Jeunes qui se tiendra à la Maison des Associations. Et plus proche dans le temps, le 8 mai, l'équipe féminine du cercle d'échecs de Monte-Carlo défendra son titre lors du top 12 féminin. Le championnat de France des clubs se tiendra à Paris. Objectif, se hisser en demi-finale en terminant parmi les 2 premières de leur poule. On referme cette page sport pour se diriger vers l'auditorium Régnier 3, où hier au soir, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a donné un concert dans le cadre des 50 ans de la disparition de Shostakovich. 3 œuvres étaient au programme. Une suite, la symphonie numéro 6 et le concerto pour piano et trompette avec au piano la légende Martha Argerich. Un reportage de José Sacré et Alexandra Marangoni. De tels applaudissements valent mieux qu'un long discours. C'était dimanche 4 mai à l'auditorium Régnier 3. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dirigé par Dima Slobodeniuk, a rendu hommage à Shostakovich dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de sa mort, avec au programme la symphonie numéro 6, la suite Katerina Ismailova et le concerto pour piano et trompette en do mineur avec en soliste Sergei Nakariakov, trompette, et l'exceptionnel, l'unique Martha Argerich au piano. Elle joue un répertoire qui est atrocement difficile, qui est démentiel et bon, c'est vraiment fabuleux. C'est magnifique, époustouflant, vraiment magnifique. Qu'est-ce qu'elle a que les autres pianistes n'ont pas, Martha Argerich? Déjà une technicité éblouissante et en même temps une décontraction, une force. Ce qui est incroyable, c'est que c'est une personne quand même déjà, certes déjà d'un certain âge, et on dirait qu'elle a des mains d'une personne de 20 ans, quoi. C'est ça qui est extraordinaire, je trouve. Il y a une sorte de décalage presque un peu entre la personne qu'elle est et le pouvoir presque de ses mains. Je vis en Italie, mais je suis abonné ici à l'orchestre parce que je trouve que le niveau du programme et de l'orchestre et des solistes est magnifique. Difficile à trouver en Italie une saison comme ça, avec tout ça. Et puisque ce concert a été donné par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, nous l'avons appris aujourd'hui, maître Kazuki Yamada, le directeur artistique et musical de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, a informé le conseil d'administration de son souhait de ne pas renouveler son mandat au-delà du terme de son contrat en août 2026. Après presque 10 années de collaboration, Kazuki Yamada a fait le choix de s'investir dans une nouvelle aventure professionnelle, avec notamment sa nomination récente au Deutsche Symphony Orchester de Berlin, pour laquelle le conseil d'administration lui adresse ses plus vives félicitations. Le processus de recrutement afin de désigner le nouveau directeur artistique est déjà lancé. La Fondation Prince-Pierre était en Estonie ce week-end. Elle y a récompensé l'immense compositeur estonien Arvo Pärt pour ses années de travail au service de la culture au sein du centre qui porte son nom. L'occasion également pour les membres de la Fondation, dont sa présidente, son Altesse Royale la Princesse de Hanovre, d'assister à une conférence et un concert. Théo Schumer et Camille Caloni ont suivi ce déplacement. Bienvenue à Laulasma, à 45 minutes à l'ouest de Tallinn, la capitale de l'Estonie. Petit pays d'Europe du Nord d'environ 46 000 km² au cœur de la Baltique et aussi riche que ces denses contrées verdoyantes. C'est ici que la Fondation Prince-Pierre de Monaco a posé ses valises pendant une journée pour un tout nouveau chapitre culturel que je vous propose de découvrir. C'est en plein cœur de la forêt estonienne, bordée par la mer Baltique, que se cache le centre Arvo Pärt.
un complexe entièrement consacré à l'œuvre de cet incontournable compositeur estonien à la renommée mondiale. C'est ici que sont rassemblées les multiples archives de sa carrière musicale et que la culture au sens large s'exprime à travers les livres, des expositions et des conférences. Une vie de travail au service de la culture, concentrée en un même lieu, il n'en fallait pas moins pour convaincre les membres de la Fondation Prince-Pierre, dont sa présidente, son Altesse royale la princesse de Hanovre, de venir voir par eux-mêmes et de remettre à Arvo Pärt le prix du mérite culturel. When we look at my father's work, then it appeals to an audience around the world. In fact, it is beyond culture and geographical borders. So it's, I think, a very symbolic space where we can bring other elements and be a multidisciplinary space where we can bring texts and word, thoughts, music and art together. Any recognition is a very important moment to bring the music of my father when it comes to having my father recognized with this very prestigious award. It puts his music onto the stage and it reaffirms, and having this dedication from such a high space is, I think, a very, very honorable thing, and my father is very grateful for this great honor, and we cherish it very dearly. Une visite hautement symbolique pour la Fondation Prince-Pierre de Monaco, qui a vu en Arvo Pärt comme un accomplissement de sa philosophie, faire rayonner la culture à travers le monde. Le prince Pierre était un ami, un amoureux des arts et un ami des artistes. Il voulait que les gens se rencontrent et discutent entre eux. Et une des plus belles réussites de la Fondation, c'est que lors de nos échanges, de nos rencontres, les artistes, les créateurs parlent entre eux, parfois, souvent, décident de faire des choses ensemble. Et c'est comme ça que la vie se développe et que la culture progresse. La Fondation Prince-Pierre a besoin d'aller porter ce message partout où il peut être entendu. Arvo Pärt, comme on dit ici, est un ancien de la Fondation Prince-Pierre. C'est aussi un compositeur mondialement connu, qui est le plus joué, le compositeur vivant le plus joué actuellement. Pour Monaco, pour notre présidente, Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre, et pour la Fondation Prince-Pierre, c'est un immense bonheur et honneur d'être ici aujourd'hui, pour lui remettre les insignes de commandeur du mérite culturel, mais surtout pour le voir. Si le centre Arvo Pärt donne la part belle à la musique avant tout, il offre également une place de choix à la littérature, au fondement de la mécanique artistique et musicale. C'est dans cet esprit qu'une conférence a ensuite été proposée par l'auteur et économiste Javier Santiso, consacrée cette fois à l'œuvre du poète Christian Bobin, le lauréat du prix littéraire de la Fondation en 2020, une conférence qui mêle la culture à l'actualité. Ce qui est bouleversant dans une vie, et la vie de Christian Bobin est de ce point de vue-là assez bouleversante, c'est comment certains d'entre nous, pas toujours, pas souvent, on arrive à habiter le monde poétiquement. Et habiter le monde poétiquement, c'est justement, c'est l'humain. Et quand on parle de ce monde d'aujourd'hui, c'est ce que je vais parler dans la conférence, c'est aussi les nouvelles technologies. Et peut-être que le grand hiatus aujourd'hui, c'est l'homme et la machine, l'humain et l'artificiel. La conférence est intitulée « L'homme vertical », un surnom donné à Christian Bobin autant qu'à Arvo Pärt, comme un hommage à leur vision avant-gardiste et à rebours des lieux communs de leur époque. C'est un des auteurs français les plus incroyables de la seconde partie du XXe siècle et tout simplement des plus incroyables, une des plus belles écritures. Donc l'homme vertical, c'est aussi l'homme joie, c'est lui. Pourquoi vertical ? Parce qu'en fait, on est dans un monde qui aplatit, qui aplanit tout, sans tout dans l'horizontalité, donc il n'y a plus d'horizon. Et la verticalité, tomber vers le haut, c'est peut-être ce qu'il y a de plus beau. Et donc c'est de ça dont je veux parler. La journée se termine dans la capitale estonienne, Tallinn. Mais ce n'est pas pour ces rues médiévales classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les membres de la Fondation ont rendez-vous à l'église Saint-Nicolas pour un concert donné par le chœur de Vox Clamantis, évidemment consacré à l'œuvre d'Arvo Pärt. Des forêts enchanteresses de la Oulasma aux ruelles pittoresques de la vieille ville de Tallinn, la visite de la Fondation Prince-Pierre aura été aussi riche sur le plan culturel que belle pour les yeux. Elle a démontré que l'Estonie partage avec Monaco un goût affirmé pour la transmission et conserve un attachement profond à son identité. Toujours dans le domaine culturel, et si on dégustait une œuvre d'art comme un plat raffiné ? Le restaurant Marius, situé sur le port Hercule, ouvre désormais ses murs aux artistes. Avec son programme culturel The Art of Storytelling, l'établissement mêle gastronomie et création visuelle. Pour inaugurer cette initiative, une exposition inédite rend hommage à deux figures mythiques, Jean Cocteau et Raymond Moretti. Léa Dutrouille et Thomas Deus étaient sur place.
Direction le port Hercule où une lumière autre que le soleil s'invite à table, celle de l'art. Chez Marius, les murs parlent, l'étoile respire. Le restaurant lance The Art of Storytelling, un nouveau chapitre où l'assiette dialogue avec la création. La plupart des établissements de restauration proposent simplement de la restauration et pour nous c'est de proposer une histoire autour de ça, proposer des thèmes, proposer des histoires à raconter, partager et découvrir aux nouvelles générations, faire découvrir aux nouvelles générations en tout cas l'art et des projets nouveaux en créant régulièrement des expositions et des événements dans notre établissement. Il est stratégique pour nous justement d'arriver avec des œuvres un petit peu hors du commun, des choses un petit peu différentes tout en ayant un lien avec la principauté. Pour ouvrir le bal, une rencontre céleste, Jean Cocteau, poète des ombres et des songes, et Raymond Moretti, peintre du mouvement et de la couleur. Ensemble, ils ont rêvé, l'âge du Verseau, un zodiaque en duo, moitié Cocteau, moitié Moretti, né entre les murs des studios de la Victorine. Cette exposition a été présentée dans les années 80 à la Princesse Grâce en présence de Raymond Moretti et du maire de Nice de l'époque, Jacques Médecin. Un art à fleur de peau, à fleur d'assiette à ne consommer qu'avec les yeux. Sur les cimaises, des gouaches semblent encore danser. L'ombre de Cocteau continue ainsi de murmurer. Elle me touche parce qu'il y a beaucoup de sensibilité, il y a un regard qui est différent sur l'art et une approche qui est excitante à travers les couleurs, à travers le trait, à travers l'œuvre des dessins. On a également une œuvre sur les taureaux que Jean Cocteau avait dessinée et c'est une œuvre qui est pleine d'émotions. À Marius, l'émotion se décline en 3 temps, regard, saveur et frisson. Autre exposition, la galerie Fondausseite accueille les amateurs d'art contemporain. Cette galerie est située au 20 boulevard de Suisse, nichée au pied de l'immeuble Saint-André. Elle est connue pour ses expositions temporaires et propose aujourd'hui un vent venu d'outre-Manche, avec une nouvelle exposition aux accents britanniques à découvrir dans ce reportage de Christine Petit-Tomel et Lionel Bernardi. Habituée à mettre en lumière des artistes internationaux tels que l'américaine Dana York, la galerie Fondausseite s'ouvre régulièrement à des collaborations mondiales. Pour ce projet, par exemple, c'est avec la galeriste londonienne Tanya Baxter, également présente à Hong Kong et réputée pour représenter des artistes confirmés, que Fondausseite a uni ses forces. On a fait une sélection d'artistes uniquement anglais avec un petit clin d'œil à un symbole de la monarchie anglaise, britannique, la reine avec Warhol. Sinon, c'est que des grands noms, en effet, David Hockney, Tracey Emin, Bridget Riley, Mark Queen. Donc, on a un beau regard aussi sur pas mal de mouvements, puisqu'on passe du très figuratif à quelque chose aussi très abstrait, le pop art. Et on fait le lien, grâce à cela, avec la jeune génération. On arrive à représenter aussi 2 artistes locales, Bianca Caloi di Grassi et Carole Breton. Bianca Caloi di Grassi, artiste brésilienne et résidente monégasque, explore quant à elle la profondeur émotionnelle d'un monde rationnel à travers son art. Elle va au-delà des contrastes binaires pour découvrir les messages nuancés de la vie. I use the binary code to express something. In this case here is the shape of the word that I use. So with the binary code and with the ones and zeros, something that is very simple but brings a lot of complexity, I can bring emotions, feelings and thoughts. So here, for example, I use it's the 0 and the 1s, so the different height. They bring a word. In this one here is the shape of peace. And then in this way I can talk about the feelings that are behind each piece, you know, the thoughts and the meaning. L'exposition est visible jusqu'au 15 juin, tous les jeudis et samedis de 14h à 18h. Et dès le 15 juillet, dans le cadre de la Monaco Art Week, place au projet Collect, un hommage vibrant aux artistes émergents de la région. Passons à notre rubrique Ceux qui font Monaco. Aujourd'hui, on retrouve Émilie Flamin dans le quartier de Fontvieille pour nous présenter l'imprimerie Ditto, installée depuis la fin du XXe siècle en Principauté. Carte de visite, posters, invitations, c'est chez Ditto que ça se passe. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir la seule boutique imprimerie de Monaco. Allez, on va faire la visite.
Implantée en principauté depuis 1996, l'imprimerie Ditto a su se renouveler à travers les années et l'arrivée des nouvelles technologies, même si elle garde aujourd'hui son cœur de métier. En 28 ans, on a énormément évolué. À la base, c'était un centre de reprographie, photocopie assez basique, avec quand même une originalité. À l'époque, il faut imaginer dans le contexte, on avait des ordinateurs en libre service. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore Internet, donc les gens pouvaient venir en boutique, travailler sur un ordinateur. Donc c'était quand même notre forte originalité. Bon, bien sûr, au fil des temps, le métier a évolué et aujourd'hui, on est, on va dire, une imprimerie classique, numérique. Et on fait aussi énormément de grands formats, signalétique. On travaille beaucoup pour les événements de Monaco. Voilà, donc on est devenu extrêmement polyvalent, on va dire, dans le métier de l'impression. L'originalité aussi de Ditto, c'est d'être une boutique. Donc on a pignon sur rue. C'est assez rare d'avoir une imprimerie, on va dire, qui ouvre ses portes au grand public. Donc nous avons une variété de clients extrêmement large, donc qui va du particulier, effectivement, qui vient juste faire une photocopie, aux grosses entreprises de Monaco qui nous sollicitent pour des impressions de brochures, de lettres, cartes de visite. Dans cette imprimerie, c'est 30% de particuliers et 70% de professionnels. Et l'exemple le plus parlant de l'entreprise concernant les grands formats, c'est celui de l'hôpital de la Palmosa à Menton. On a recouvert toute une façade, donc il y a 280 mètres carrés de vinyle micro-perforés qui ont été installés, posés à la corde, tout ça. Et donc ça, c'est un très gros chantier pour nous et très valorisant aussi pour nous. Et tout part de cet atelier. Dans cette salle, on va imprimer, on va façonner, on va couper. Donc c'est ici en fait que toute la magie s'opère dans le grand format. Là par exemple sur la table vous avez, donc c'est pour une future enseigne qui sera située à Roquebrune. Ici donc on va venir donc faire toutes les finitions, faire tout ce qui va être contre-collage. Là en l'occurrence donc ils vont préparer l'enseigne, ils vont préparer l'adhésif qui va être posé sur l'enseigne. Après on va faire tout ce qui va être enrouleur, tout ce qui va être aussi bâche, banderole d'événementiel, voilà, tout ce qui va être échenillage. Donc là on va travailler sur l'adhésif particulièrement. On travaille aussi tout ce qui est plexiglas, tout ce qui va être panneaux sur mesure, avec des coupes, avec des formes particulières, voilà. Cet endroit, c'est l'ancien cybercafé de l'établissement, un lieu qui est aujourd'hui un espace de restauration où on peut toujours venir louer un ordinateur, un lieu convivial où on peut venir se restaurer ou bien travailler. Voilà une entreprise qui a su se réinventer au fil des années. Les photos du jour, et nous en avons parlé au tout début de cette édition, les carabiniers qui changent de tenue puisque les beaux jours sont censés arriver. Ce sont des clichés de Manuel Vitali. Et juste après, vous retrouverez Frédéric Hélion pour la météo. Il nous dira si les carabiniers auront plutôt chaud ou froid avec leur nouvelle tenue demain sur la place du Palais. Ce journal est terminé. On se donne rendez-vous mardi à 19h pour une nouvelle édition. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à toutes et à tous. Mardi, le temps sera encore instable avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux, parfois denses. Les températures restent basses pour la saison avec 14 degrés le matin et 18 l'après-midi. Mardi 6 mai, ce sera la Sainte Prudence, la journée internationale des drones et la journée mondiale du coloriage. Alors, à vos crayons. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.